Bonsoir téléspectateurs d'MTV. Nous sommes à Dakar. Nous sommes exactement au point E. Nous avons un grand honneur d'être reçus par Madame le ministre Annette Seck Ndiaye, présidente du conseil départemental de Sédhiou. Depuis très longtemps, on était en quête de cette interview exclusive, puisqu'elle est notre maman, Tata, elle nous soutient grandement avec ses conseils et orientations. Donc c'est un très grand honneur, comme je l'ai dit, de faire face à elle pour une seconde fois sur DMTV, la télé du Sénégal, la télé de l'avenir, la télé de la Casamance, particulièrement de Sédhiou. Madame Annette Seck Ndiaye est ancienne ministre du Travail, des relations avec les institutions et normalement du dialogue social en même temps. Elle a également été ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur sous Macky Sall. Donc, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dembélé, et bonsoir à tous les téléspectateurs de DemTV que j'ai le plaisir, l'immense plaisir et l'honneur aujourd'hui, auquel je dois m'adresser aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, Madame le ministre, nous avons remarqué que depuis très longtemps, vous ne faites pas de sortie, en tout cas de manière exclusive dans les médias, à part quelques bribes d'informations lors de vos tournées. Qu'est-ce qui justifiait ce mutisme-là, ce long silence? Merci, c'est une très bonne question. Simplement, je pense qu'il faut parler quand il le faut. Je pense que à notre niveau, vraiment, il faut éviter de parler pour ne rien dire. Nous sortions d'élections présidentielles où les Sénégalais, dans leur grande majorité, ont fait le choix d'offrir leur suffrage au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et par conséquent faire triompher sa liste au détriment de celle de notre candidat Amadou Ba. Après cela, je pense qu'il s'avérait nécessaire pour moi et puis pour peut-être la plupart des responsables de haut niveau comme nous, d'abord de respecter ce choix des Sénégalais, d'en faire une lecture et puis de réfléchir quand même autour de l'avenir de notre pays. Parce que, au-delà des élections qui mettent en concurrence des candidats différents, c'est l'avenir de notre pays, le développement de notre pays qui nous réunit. Il était donc important qu'après la politique, nous passions à la réflexion, nous passions à l'évaluation et nous passions à la prospective pour les lendemains pour notre pays. C'est la raison pour laquelle je pense que, en tout cas à mon avis, il était important de prendre le temps, de prendre du recul pour réfléchir et évidemment observer un peu le contexte politique mais également socio-économique. Et cette réflexion-là, elle a donné quoi aujourd'hui? Cette réflexion, elle a donné d'abord que le Sénégal est une démocratie majeure. Et ces élections ont fait la preuve
de la maturité de notre démocratie, de la maturité du peuple sénégalais, qui sait prendre du recul et, évidemment, qui sait aussi choisir librement. Cette réflexion a montré également que notre population est jeune et que la jeunesse, dans sa grande majorité, s'est exprimée. S'est exprimée, pour moi, pas forcément dans le sens des candidats en lice, mais pour un changement. Ouais. C'est cette lecture que j'ai eue et qui n'est pas surprenante. Parce que s'il est vrai que nous ne sommes pas dans un changement de génération, parce qu'il faut plus de 20 ans pour une génération, nous sommes quand même dans une alternance générationnelle, entre guillemets, où celles qui étaient là en 2012 et qui étaient certainement mineures, qui n'avaient pas apporté à l'époque leur suffrage, en 2024, l'ont apporté fortement et c'est ce qui a traduit la volonté populaire qu'on doit respecter. Voilà en tout cas, moi, ma vision. C'est une vision, en tout cas, qui est pour moi très claire, même si je pense que dans les analyses, souvent, les différents candidats en lice se sont peut-être appropriés un triomphe qui, à mon avis, devait être peut-être un peu plus mesuré, hein, et amener à une réflexion beaucoup plus approfondie. Quand nous sommes dans une mutation, il est important qu'on réfléchisse aux éléments de cette mutation, aux déterminants de ces mutations et aux cibles de ces mutations. D'accord. Votre candidat, c'était Amadou Ba. On sent qu'il a eu des frustrations. Il s'est senti pas totalement soutenu par son mentor politique, le président Macky Sall. Est-ce que cela ne l'avait pas aussi fragilisé au point qu'il n'a pas eu récolté la moisson espérée? Écoutez, il y a eu beaucoup de commentaires. Et je pense que, à mon humble avis, ne pourraient nous éclairer que les personnes concernées. Il y a eu beaucoup d'interprétations, à mon avis, d'analyses assez fallacieuses, et je me garderai d'aller plus loin. D'accord. Pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, dès que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a décidé de porter son choix sur M. Amadou Ba, pour moi, c'était le profil, le meilleur profil, et j'ai accompagné de manière loyale, pas sans réfléchir. D'accord. Parce que j'ai quand même, en tant qu'intellectuel, j'ai eu l'opportunité de partager pendant quelques mois, tout du moins, le gouvernement de Amadou Ba. Donc, j'ai pu quand même voir de moi-même quelles étaient les qualités humaines de cette personne. Mais, à mon humble avis, je voudrais m'en arrêter là parce que je ne saurais dire ce qui s'est passé réellement. Pour moi, j'ai accompagné Amadou Ba de la manière la plus loyale et fidèle. Maintenant, le reste, il faudrait poser la question à M. Amadou Ba et à M. Macky Sall. D'accord, pertinent. Vous aviez géré des ministères sous Macky Sall.
vous sentez-vous fier d'avoir servi le pays à des hautes fonctions ministérielles? Je suis très fière et je n'ai aucun regret. D'accord. Je suis entrée au gouvernement à la faveur du remaniement, du réaménagement du gouvernement en septembre 2022. J'y suis restée un peu moins de 2 ans, mais 2 années très riches d'enseignement pour moi. Aux plus hautes sphères de l'État, je considère que c'est un privilège d'avoir été choisi par le chef de l'État pour faire partie d'un gouvernement. Pour moi, un citoyen doit être fier parce que d'avoir été choisi parmi des milliers de cadres, de personnes qui ont le profil de l'emploi pour être là. Et vraiment, je n'ai aucun regret. Je suis fière. J'ai beaucoup appris. Je sais également que l'État, c'est un apprentissage. D'accord. Et pourquoi? C'est un apprentissage. Et je suis convaincue, en sortant du gouvernement, que dans la carrière politique d'une personne, parce que les postes ministériels sont aussi des postes politiques, mais qui doivent s'accompagner du profil adéquat. Et je pense que il est important que dans sa carrière, lorsqu'on doit entrer dans un gouvernement, qu'on ait déjà une expérience professionnelle, qu'on ait déjà aussi évidemment une position politique qui le justifie, bien entendu, mais c'est extrêmement important. L'État, la conduite de l'État est un sacerdoce. Mais la conduite de l'État est sérieuse, c'est une affaire sérieuse. On ne peut pas s'aventurer à faire transparaître des passions ou des sentiments. L'État, c'est la mise en œuvre des politiques publiques. Mais l'État, c'est aussi les secrets. C'est aussi la confidentialité. Mais c'est aussi la transparence et surtout la loyauté. C'est la raison pour laquelle, pour moi, l'État, c'est aussi un apprentissage qui n'est pas offert à tout le monde, mais qui doit servir à l'être humain lorsqu'il a eu le privilège d'avoir été dans un gouvernement et d'avoir fait partie de landerneau gouvernemental. Machallah. Maintenant, vous aviez géré 2 ministères différents. Est-ce qu'on peut savoir, vous pouvez nous rappeler vos différents ministères Alors, j'ai été d'abord ministre auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Et donc, j'ai été d'abord aux côtés de Maître Aïssata Tall Sall et ensuite aux côtés du professeur Ismaël Madior Fall. Et je dois dire que nous avons travaillé avec ces éminentes personnalités que vous connaissez, dans une parfaite cohésion et dans la transparence, mais surtout dans le partage d'idées. Et je pense que nous avons pu quand même, en très peu de temps, nous avons pu construire et consolider un certain nombre de choses. Les Sénégalais de l'extérieur, le président Macky Sall, vous le savez,
avait fait de la diaspora, comme il le disait souvent dans son programme, la 15e région. C'est ça. Et c'est avec son avènement qu'il a mis en place les députés de la diaspora, parce qu'il considérait que ces 15 députés de la diaspora constituaient la voix des Sénégalais de l'extérieur et qu'il était important qu'ils soient représentés au plus haut niveau à l'Assemblée nationale pour porter vraiment le plaidoyer des Sénégalais de l'extérieur. Et le fait simplement de devoir avoir porté une oreille attentive sur les préoccupations de nos compatriotes basés à l'étranger, surtout concernant les services consulaires à leur apporter, a été pour moi un travail fascinant. Pas évident, mais fascinant. Et je me suis rendu compte que même si de gros efforts ont été faits, nos compatriotes ont beaucoup de préoccupations. Les préoccupations, c'est qu'ils vont s'installer en Europe ou en Amérique, au départ dans un projet qui n'est pas forcément un projet bien ficelé de migration régulière, sûre, comme on le dit. Et c'est au fil du temps qu'ils s'installent et qui donc ont besoin du soutien de l'État pour pouvoir s'intégrer dans la société dans laquelle ils sont. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des pays où c'est beaucoup plus facile que d'autres. Les premiers partis ont eu des facilités parce qu'à l'époque, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Mais au fur et à mesure, il y a eu une saturation et nos compatriotes ont connu vraiment des difficultés. Dans ce ministère, j'ai eu aussi des moments de grande tristesse, de grande émotion, que je n'oublierai jamais de ma vie. Dans quel contexte et comment? Des missions que je jugeais humanitaires. Quand il a fallu aller à Dakhla, dans le sud du Maroc, pour secourir nos compatriotes partis sur des embarcations de fortune. Des côtes du Sénégal, pour aller vers les îles Canaries. Et avec des pirogues perdues dans les eaux territoriales marocaines. Ce sont des moments qui ont été forts pour moi. Des moments où aussi j'ai dû me rendre au Cap-Vert, où une pirogue qui était recherchée depuis plus de 45 jours et qui avait quitté aussi les côtes sénégalaises avec à son bord plus de 100 personnes et qui se retrouvait sur les côtes de Cabo Verde avec moins de 35 personnes. Ce sont des moments de ma vie que je n'oublierai jamais. De voir ces enfants, des familles, des femmes, des hommes, partis parce qu'on leur a miroité un rêve où ils ont mis toutes leurs ressources, tout leur espoir et qui est tombé au dérisoire. Et vraiment, je me souviens qu'aux îles du Cap-Vert, j'ai trouvé des enfants mineurs entre 10, 12, 13 ans et je me suis dit, mais comment ils ont pu quitter? Comment les familles ont pu mettre ces enfants dans des embarcations pour qu'ils partent à l'aventure, comme on dit, sans le billet de retour. Ce sont des moments inoubliables pour moi que j'ai passé pendant ces à peu près 2 ans d'intenses activités.
Et quelles étaient leurs confidences par rapport à leur motivation réelle de pouvoir prendre des embarcations de fortune? Oui, j'ai beaucoup discuté avec ces jeunes qui vous disaient oui, je veux aller en Espagne, je veux aller en France, je cherche du travail, je ne travaille plus, je suis dans ma maison, je n'ai pas la considération qu'il faut parce que je n'apporte aucun revenu. J'ai remarqué qu'il y avait dedans quand même beaucoup de pêcheurs. D'accord. Beaucoup de pêcheurs, beaucoup de femmes qui travaillent dans les métiers de la pêche. D'accord. Ça, j'ai pu le... Mais, paradoxalement, j'ai trouvé parmi ces personnes qui étaient dans ces embarcations des personnes qui avaient un travail, qui avaient un salaire et qui abandonnaient tout pour partir. Des commerçants dans l'informel, mais des personnes qui étaient même des fonctionnaires et même des étudiants qui voulaient aller dans les universités et qui considéraient qu'elles ne pouvaient pas avoir de visa et qu'il fallait donc passer par là. Et vraiment, et surtout, ce qui m'a le plus frappé, c'est la féminisation de la migration irrégulière. La féminisation et évidemment ces enfants mineurs que l'on met dans ces embarcations et même des familles entières qui s'en vont. Tout à fait. Et là, on a quand même, c'est quand même des moments qui ont marqué mon esprit. Et pour vous, par votre expérience, qu'est-ce qui devra expliquer que ce phénomène-là dure pendant plusieurs années et on n'arrive pas à l'arrêter? Vous savez, il faut qu'on sache que les réseaux sociaux se sont développés très très vite. Et les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important dans la sensibilisation et dans la motivation des personnes. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de la télévision. Il vous suffit d'avoir votre téléphone, d'avoir une petite connexion pour vous sentir comme si vous étiez aux États-Unis, comme on dit, au Nicaragua, etc. Parce que tout simplement, le rêve vous est vendu par des trafiquants mafieux qui vous font croire que avec très peu de moyens, vous pourrez vous retrouver dans l'Eldorado, aux États-Unis, en Chine, en Asie, partout. Et les réseaux sociaux ont joué des rôles extrêmement importants. Et les premiers qui sont partis également ont beaucoup joué sur la sociologie, parce que, évidemment, les premiers ont réussi à s'intégrer dans la société, à avoir des moyens, des revenus. Ils reviennent. Quand ils viennent occasionnellement en vacances, évidemment, on sent cette opulence, ces moyens qui donnent envie de faire comme eux. Et les parents, aujourd'hui, s'y mettent, sont prêts à mettre toutes leurs économies pour faire partir leurs enfants. Et c'est un point extrêmement difficile. Vous avez vu que à un moment donné, on a beaucoup charrié l'État en disant que nous étions responsables de cette migration irrégulière. Mais aujourd'hui, vous avez vu l'actualité. C'est tous les jours que des pirogues quittent les côtes sénégalaises. Nous avons beaucoup de côtes. Les côtes sénégalaises pour essayer de rejoindre l'Europe. Donc, c'est un phénomène extrêmement important qui implique beaucoup d'acteurs et pour lequel l'État seul ne peut pas trouver des solutions. Il faut que tout le monde s'y mette, que tous les acteurs se sentent véritablement impliqués par ce phénomène. Récemment, on a entendu, je pense que c'est devenu une déclaration qui revient à l'image d'un serpent de mer, c'est Ousmane Sonko, le Premier ministre, qui dit souvent aux jeunes, on ne va pas vous laisser
aller comme ça en Europe. Nous allons construire notre pays avec vous. Nous avons effectivement également vu que le président Diomaye, qui était à Hambourg lors d'un drame du même genre, annoncer des numéros verts. Pour vous, ils sont sur la voie de trouver une solution au moment où, comme vous venez de le dire, on fait réagir tout le monde, toute la société pour pouvoir arrêter ce phénomène-là. Oui, bon, je le disais qu'il faut un travail approfondi. Il y a beaucoup d'acteurs dans cette chaîne qui sont impliqués. Et bon, avoir un numéro vert, ça peut être important. Mais vous savez, je ne vois pas les familles, en tout cas, procéder à des dénonciations. Les voyages sont préparés en famille. Les voyages sont préparés en famille. Même si les parents ensuite, lorsqu'ils n'ont pas de nouvelles, montrent un peu un désarroi, on en parle à la télévision, notre fils est parti, on ne sait pas, on ne l'a pas vu. Non, les parents préparent avec les enfants, avec leurs enfants, le voyage. Et vous savez, je me souviens de ce drame de Fass Boye. Parce que cette pirogue qui avait été raisonnée dans les îles du Cap-Vert, c'était pratiquement une pirogue où on n'avait que des personnes de Fass Boye et de Diogo. C'était des familles entières qui sont restées en mer. Ceci est préparé, hein, parce que c'est des fonds. Hein, c'est des fonds, c'est des ressources financières qui sont mises de côté pendant plusieurs années avant de pouvoir préparer ces voyages-là. Et on a vu 3, 4 frères dans une même famille se préparer à partir. Donc, comme je venais de le dire, quelles sont les réalisations qui vous ont le plus fait plaisir dans votre gestion en tant qu'ancien ministre? Oui, comme je l'ai dit, c'était d'abord, en tant que Sénégalais de l'extérieur, c'était d'abord d'aller rencontrer nos compatriotes. D'accord. Et j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Mais dans le cadre de ce ministère, j'avais un contact direct avec ces communautés. Et j'ai pu voir combien ces communautés aussi étaient organisées. Combien cette solidarité est forte à l'extérieur. Et cette solidarité sénégalaise vient aussi de notre culture, hein, de nos valeurs, de notre culture, de notre société. Et vous savez, quand vous allez dans les communautés à l'étranger, vous les trouvez aussi par village, par département, par région, mais extrêmement organisées au point de vue social, au point de vue religieux. Maintenant, effectivement, ce qu'il y a aussi, c'est que le tissu consulaire est très, très bien organisé. Et ces dernières années, nos compatriotes n'avaient pas besoin de se déplacer au Sénégal pour avoir un passeport ou une carte d'identité. Ils prenaient rendez-vous au consulat et ils vont et on leur fait leur carte d'identité, on leur fait leur passeport, etc., etc. Donc ça, ce sont des avancées et vraiment, j'ai pu faire le tour des consulats, en tout cas des grandes villes, hein, où la communauté est la plus importante, et j'ai vu combien ces diplomates étaient au service de leurs concitoyens installés. J'ai beaucoup déploré, d'ailleurs vous vous souvenez, ces événements
où des consulats ont été détruits par des compatriotes. Et je crois que ceci ne devrait plus arriver. Vous aviez été aussi ministre du Travail. Est-il vrai que l'État ne crée pas des emplois, mais peut créer un environnement propice, notamment au privé, afin de créer des emplois? Bon, je n'ai pas été suffisamment au ministère du Travail. Et puis je dois dire aussi que quand je prenais les fonctions à ce ministère, c'était le ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Il est ensuite devenu ministère du Travail et de l'Emploi. Mais vous savez, moi je suis un pur produit du privé. Tout à fait. Il y a 30 ans de cela, j'ai commencé par le secteur privé. Et j'ai toujours compris que c'est le secteur privé qui est le moteur de l'emploi et de l'employabilité. C'est ce secteur privé qui peut créer de la richesse, apporter de la valeur ajoutée, qui puisse créer de l'emploi. Donc l'État doit accompagner, doit supporter, apporter le soutien qu'il faut à ce secteur privé. Maintenant, l'État doit pouvoir également soutenir les initiatives, les innovations et les initiatives personnelles. Aujourd'hui, nous avons un pays très jeune, où plus de 60% de la population est jeune, très très jeune. Il n'est pas pensable que toute cette jeunesse va se retrouver dans la fonction publique. Absolument. C'est une aberration et ce serait leur faire croire à des illusions. Mais par contre, aujourd'hui, vous savez, moi j'ai retenu une chose. À la Covid, au moment où on traversait cette crise sanitaire qui a été mémorable, qu'on a encore en mémoire, mais j'ai vu éclore le talent des Sénégalais. Et vous l'avez vu vous-même. Ces jeunes Sénégalais qui se sont mis à inventer ces machines pour désinfecter, pour nettoyer les mains, pour les robots d'hôpitaux. Mais c'était fait localement. Et donc j'ai vu que nous avions des possibilités de faire éclore ces talents-là et de pouvoir les soutenir dans le cadre de la formation professionnelle. Et ça, c'est le rôle de l'État, de pouvoir leur permettre d'éclore, de se développer et de se rendre autonomes et de créer des PME, PMI qui vont permettre aussi de créer de l'emploi et de la valeur ajoutée. En tant qu'ancien ministre, voilà, pensez-vous que le tandem Sonko-Diomaye est réellement sur la bonne voie dans leur gestion du pays, du Sénégal? Même si, il faut le dire, ils ne sont qu'à 6 à 7 mois de gestion. Je pense que vous avez donné la réponse. À 5-6 mois, c'est assez difficile d'évaluer. Et comme je le dis, on évalue à partir d'un référentiel. Le président Macky Sall avait, dans son programme de gouvernance, mis en place ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, jusqu'en 2035. Aujourd'hui, on parle du projet jusqu'en 2050. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une vision claire, avoir des axes stratégiques bien définis, bien clairs, mesurables, et qui vont permettre, au fur et à mesure de la mise en œuvre, de voir la pertinence
des politiques publiques et des choix qui ont été faits. Je pense que c'est ça qui est important. Ce que nous souhaitons tous, nous sommes tous des citoyens, que nous soyons d'obédience politique différente. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est notre pays. C'est le développement de notre pays. Nous ne souhaitons pas l'échec de qui que ce soit. Nous souhaitons que les politiques publiques qui seront mises en place aboutissent à des succès, aboutissent à des livrables. Le Sénégal est devenu producteur de pétrole et de gaz. De gaz, même de zircon. Et de zircon. Il est important que nous nous concentrions sur la gestion de ces ressources. Une gestion transparente, que nous sécurisions nos ressources et que nous travaillions afin que nos enfants, notre jeunesse puissent en tirer le meilleur profit. Je crois que c'est ça qui est important. Et j'espère que nous pourrons, en tout cas bientôt, déjà tirer les premières leçons, les premiers enseignements du projet. D'accord. Dans votre gestion, est-ce que vous avez des craintes, puisque le nouveau régime parle de détournement de deniers publics et les audits sont annoncés dans différents ministères sous l'ancien régime? Je souris et j'ai quelquefois aussi un pincement au cœur. Ouais. Parce que, bon, c'est peut-être politique. Mais vous savez, dans ce pays, il y a des personnes dignes, des personnes qui ont travaillé à la sueur de leur front, des personnes qui ont tout donné à leur pays. Je pense en faire partie. J'ai travaillé 35 ans. J'ai à plusieurs stations, à des stations de gouvernance, à des stations de pilotage, à des stations politiques. Je rends grâce à Dieu. C'est dommage que tout ce qui est l'ancien régime, comme vous le dites, soit synonyme de détournement ou de malversation. C'est dommage parce que il peut y en avoir, mais c'est dommage que des personnalités de valeur qui croient en leur pays, qui croient de manière, qui ont travaillé, qui ont à la sueur de leur front, qui ont donné du meilleur d'eux-mêmes pour que ce pays se développe, qu'on considère que parce qu'ils font partie de l'ancien régime, eh bien, ce ne sont pas des personnes qui sont de bonne moralité ou qui doivent être jetées à la vindicte populaire. Moi, c'est ce que j'appelle jeter à la vindicte populaire. Je le déplore et j'ai souvent un pincement au cœur. Les hommes passent, les institutions restent. La reddition des comptes est un processus tout à fait normal. Et toutes les personnes qui ont eu des responsabilités doivent s'attendre à un moment donné à rendre compte. Mais devoir rendre compte ne veut pas dire que qu'il y a eu des agissements qui sont de contre-nature. Il faut qu'on puisse permettre aux Sénégalais d'apprécier eux-mêmes, de savoir que c'est pas parce qu'on a conduit des affaires de l'État qu'on a automatiquement mal géré ou procédé à des détournements, ou etc., etc.
Vous ne craignez rien, vous, personnellement? Vous ne craignez rien personnellement? Je ne crains rien. Pourquoi craindre? Pourquoi? Je ne vois pas. Je rends grâce à Dieu. Ma vie a été... J'ai commencé à travailler en 1990. Inch'Allah. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, je rends grâce à Dieu. Ensuite, maintenant, d'avoir été... j'ai géré la pharmacie nationale pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je suis fière quand je vois passer les camions de la pharmacie nationale d'approvisionnement avec les slogans Yeksina et Yegesina. Parce que j'ai été la cheville ouvrière de ces innovations qui ont permis d'améliorer l'accès aux médicaments partout et pour tous sur l'ensemble du territoire. Et pendant ces 10 années, nous avons travaillé à créer des pharmacies régionales sur l'ensemble du territoire. Et je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est ce qu'on laisse. Et je suis vraiment, pour moi, fière de voir que des plus jeunes que nous, évidemment, aujourd'hui, prennent la relève et je souhaite pour elles qu'elles aient aussi du succès. Parce que pour moi, il n'y a pas de petites avancées, il y a des avancées. Mais d'avoir été dans un gouvernement, d'avoir été ministre dans un gouvernement, pour moi, doit donner lieu au respect. Moi, j'ai été... Mon défunt père a été ministre pendant 18 ans. Professeur Assane Seck. Moi, je l'ai été moins. Mais le hasard a voulu que je sois également ministre. Et je pense que nous avons droit au respect de nos concitoyens. Comment vous accueillez cette information qui est distillée par Ousmane Sonko et qui révélait que dans un compte d'un dignitaire de l'ancien régime, ils ont découvert un montant de 1000 milliards d'un seul compte? Moi, je vous renvoie la question. Vraiment, je vous renvoie la question. Quelle lecture en faites-vous en tant qu'ancien ministre? 1000 milliards? Oui. Bon, peut-être que... Un budget national, on peut dire. Oui. Peut-être qu'après les élections, on y verra plus clair. Plus clair. C'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est qu'est-ce que va devenir le Sénégal. Et pour moi, nous devons tous travailler à ce que le Sénégal de demain soit le Sénégal émergent que nous attendons. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Et pour moi, nous ne sommes pas dans le temps de la parole. Nous devons être dans le temps du travail. Je voulais paraphraser le président Abdoulaye Wade qui disait qu'il faut travailler, toujours travailler. Le nouveau régime ne travaille pas. Tous ces continents qui se sont développés à partir de rien ont beaucoup travaillé. Nous sommes dans un contexte politique très chargé où véritablement il y a beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux et finalement on ne parle que de politique, que de politique toute la journée. Merci. Et ça doit être quand même, je pense qu'on doit passer à la vitesse supérieure.